minutes à peu près, hein? Tu me feras un petit signe, Florence, parce que moi aussi, quand je pars hors du temps, et le temps c'est important, puisque vous aurez un temps d'échange aussi, pour que je puisse faire votre connaissance, échanger, avoir vos questions, vous aurez un temps de parole après. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas tant la destination qui compte, hein, là, pendant 1h30, dans cette éternité, ce non-temps que dure 1h30, c'est aussi ce qu'on va vivre ensemble. Hein. Et là où j'aimerais vous emmener, eh bien, laissez-vous embarquer. On est le 6 août 2014, au Sable d'Olonne, c'est l'été. Je suis heureuse puisque je viens juste de finir ma formation d'ostéo-énergétique. Je l'ai passée haut la main, tout se présente bien. J'ai déposé mon numéro de SIRET. Le matin, j'étais encore au téléphone avec l'URSSAF pour gérer tout ça. Je profite de la vie, même si je suis un peu triste parce que mes 3 loulous sont partis en vacances chez leur papa et que je vais être toute seule pendant tout le mois d'août, mais c'est pas grave, je profite de la vie, je découvre la voile aussi. Enfin, j'étais passionnée de voile, mais je découvre la voile au Sable d'Olonne, je suis super heureuse. En 2014, je repartais sur de bonnes bases, puisque j'ai vécu pendant 4 ans avec une personne toxique avant, mais ça faisait 1 an qu'on était séparés. Et là, j'étais super bien. J'avais un homme qui me courtisait, j'étais sur le point de céder à ses avances, donc j'étais vraiment très très bien. Et puis ce jour-là, eh bien, j'ai revu cet ex-compagnon, cette personne qui est toxique pour moi, pour l'instant je le dirais. Je l'ai revu dans l'après-midi et il m'a énormément stressée. Et un peu plus tard dans la soirée, j'ai passé la soirée avec une amie, on a fait la fête. J'avais plein de belles choses devant moi et malheureusement, en fin de soirée, j'ai appelé cet ancien compagnon pour totalement me libérer de lui, puisque j'étais sous emprise, même si ça faisait 1 an qu'on était séparés. Je lisais beaucoup de bouquins sur la dépendance affective et comment s'en sortir, et là je voulais marquer vis-à-vis de lui une dernière étape, c'est le quitter définitivement et qu'il vienne récupérer ses meubles. Et ça, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté parce qu'il se rendait compte que je sortais de l'emprise qu'il exerçait sur moi. J'ai découvert au travers de mon expérience de mort imminente que finalement cet homme-là souffrait de quelque chose qu'on appelle pervers narcissique, je crois. J'ignorais complètement ce que c'était, même si en formation d'ostéo, on nous sensibilise sur la schizophrénie, toutes ces maladies psychologiques, je ne les connaissais pas. Et ce soir-là, on a eu une très forte altercation à mon domicile. Il sentait vraiment que je marquais vraiment un dernier point à notre vie qu'on avait vécu ensemble. Et je ne voulais plus entendre parler de lui. Alors comme j'avais fait la fête le soir chez ma copine, évidemment on fait ce que certaines femmes font, que je ne fais plus maintenant, j'ai compris. On s'est moqué de lui durant cette soirée-là. Moi, je me suis un petit peu défoulée, je portais beaucoup de stress. Et il nous a certainement entendus, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, quand il m'a rejoint à mon domicile à 1h du matin, on s'est très violemment disputé. Là, je lui disais qu'il était rien. Alors pour un homme plus jeune que moi qui n'avait pas d'enfant et que je lui dise que c'était rien, je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, il a cherché à me tuer, en fait. Il s'est emporté violemment. Il m'a d'abord violée, puis il m'a tordu les cervicales. Alors il faut dire qu'il faisait de l'aïkido à haut niveau depuis de nombreuses années, donc il n'a pas laissé de traces. Et moi, ce qui est étonnant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai vécu une décorporation. J'ai découvert plus tard ce que c'était que les décorporations. Mais à ce moment-là, c'était vraiment très particulier parce que je vivais l'agression à la fois dans mon corps,
avec mon corps, et en même temps j'avais une sorte de conscience, je vais l'appeler ça comme ça, ou mon âme, je ne sais pas trop, une autre partie de moi qui se détachait et qui pouvait être au plafond en même temps, au plafond ou à côté. Alors, c'est-à-dire que je pouvais être à plusieurs angles différents, non pas pour juger ce qui se passait, mais pour pouvoir m'apporter des informations le jour où j'en aurais besoin. C'est-à-dire qu'un an après, j'ai eu besoin de toutes ces informations-là pour faire un dépôt de plainte. Donc du coup, voilà, j'avais cette caméra au-dessus de moi qui portait pas de jugement. Alors c'est une caméra, vous allez dire c'est un objet, mais non, c'est pas un objet pour moi. Quand je dis une caméra, c'est un œil, et c'est à la fois une conscience d'amour, mais incroyable. Donc du coup, il m'a violée, il m'a tordu 3 cervicales dans un mouvement de tête, il m'a pété la C4, C5 et C7. Il m'a donné un grand coup dans le plexus cardiaque, donc je pense que j'ai dû faire une syncope. Il n'y avait pas de témoin, évidemment. Il m'a bloqué le souffle en me faisant aussi une pression au niveau du diaphragme. Donc j'ai eu vraiment une sensation d'étouffement. Il m'a gavé à l'alcool. Plus tard, j'ai été retrouvée par les secours. J'avais 4,75 g d'alcool dans le sang, moi qui ne bois jamais. Ou alors, quand je bois un verre de vin. J'aime beaucoup le vin rouge, j'aime le champagne. Mais quand je bois un verre ou deux et je suis tout de suite pompette. Je rigole pour un rien. Mais ce jour-là, j'avais 4,75 g d'alcool dans le sang et les secouristes n'ont pas compris comment j'ai pu m'en sortir. Mais ça, vous allez comprendre après. Et puis, au cas où je m'en sorte, eh bien, il m'a disposé aussi sous le nez une bouteille d'acide chlorhydrique que j'ai inhalée pendant 1 heure, à peu près le temps que les secours arrivent. Donc voilà, j'ai peut-être encore aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis fait des petites fiches, c'est parce que je stresse, et d'un autre côté, je n'ai pas encore complètement retrouvé mon cerveau gauche, celui qui me permet d'être dans le temps, de bien préparer un rendez-vous. Voilà, mon cerveau gauche, il n'est pas encore super opérationnel. Mais j'ai quand même fait pas mal de boulot pour en arriver là aujourd'hui. Donc voilà, c'est clair que le voyage dans lequel je vous embarque là, pour le moment, il n'est pas très gai, mais rassurez-vous, ça va aller beaucoup mieux, puisque de toute façon, après, je suis là devant vous. Donc voilà, je suis morte, mais en même temps, c'est mon corps qui meurt, mais moi, vu du plafond, je me sentais déjà baignée dans une légèreté, mais incroyable. De la légèreté, mais à la fois de l'amour. C'est très très difficile d'exprimer. Je pense que c'est très chouette qu'il y ait eu plein d'intervenants avant qui ont pu en parler justement de ça, parce que moi je me sentais vraiment légère, mais vivante, présente, bien plus présente que là, celle qui parle devant vous. Je me sentais encore plus présente. Il paraît fade ce mot, mais voilà, j'étais vraiment présente. C'est très difficile pour moi de trouver le vocabulaire juste de cette expérience, parce qu'il me semble que les mots enferment, et les mots rétrécissent peut-être mon vécu. Mais voilà, j'en ai pas d'autres, donc j'ai extrêmement besoin de le partager, ce vécu, avec vous, parce qu'il vous donne aussi des indications sur qui vous êtes. On n'est absolument pas différents. Donc voilà, j'arrive au plafond. Et à ce moment-là, je me souviens de m'être fait la réflexion, mais finalement c'est facile d'être au plafond. Alors je ne comprends pas ce que ça voulait dire, c'est facile. Peut-être qu'avant j'essayais d'y aller au plafond, parce que j'avais déjà vécu une décorporation à l'âge de 25 ans à peu près. J'avais 45 ans quand j'ai vécu l'épisode que je vous raconte. Et à 25 ans à peu près, j'avais vécu une décorporation, c'est-à-dire qu'un soir, je m'étais endormie, et d'un seul coup, je m'étais détachée de mon corps. Je me suis baladée dans mon appartement en disant « Oh, il est sympa cet appart !» Et puis je me retrouve au-dessus du lit, je regarde une personne dormir. « Oh, elle est mignonne quand elle dort !» Quand je me suis rendu compte que c'était moi que je regardais dormir, là j'ai eu super peur et poum, je suis revenue dans mon corps. Donc là, c'était ma deuxième décorporation.
Donc, vue du plafond, je découvre en fait ce que je suis. Je ne suis plus un corps, mais je suis quoi? Je suis une super conscience, je suis une caméra qui voit tout, qui perçoit tout, mais surtout qui ne juge pas. À aucun moment donné, vue du plafond, je me suis dit « Oh, mais c'est horrible ce qu'il fait, ce mec-là, mais c'est horrible !» Au contraire, c'était vraiment un recueil d'informations qui allait me servir plus tard. Et donc, mon agresseur, pendant ce temps-là, en fait, je l'observais lui aussi, mon agresseur, pendant ce temps-là, il a retrouvé son calme. Il s'était emporté. En 2 temps, 3 mouvements, il m'a bim bam boum, il m'a déglingué, comme on dit. Et là, il retrouve son calme et il s'aperçoit qu'il a fait une grave erreur. Et donc là, il fallait monter un scénario. Donc il a pensé à la tentative de suicide. Donc pendant 1 heure, il est resté chez moi faire une mise en scène. Et moi, je le suis partout. Lui, il ignorait que je le suivais, que je le regardais. Et une fois qu'il a fini sa mise en scène, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, une fois qu'il a fini sa mise en scène, eh bien, il sort sur la terrasse, et moi, je traverse la baie vitrée, et là, je me dis, waouh, je peux me déplacer alors? Et je glisse, en fait, dans un premier temps, j'apprends que je peux me déplacer en glissant. Un petit peu plus tard, je découvrirai, dans le voyage, que je peux me déplacer autrement. Donc je glisse, je traverse la baie vitrée, et là je m'adresse à lui, je lui dis, mais me laisse pas là, me laisse pas toute seule, me laisse pas comme ça. Mais il m'entendait pas, évidemment. Et je comprenais pas qu'en fait mon corps qui était sur le canapé, j'étais morte en fait, c'était le mien. Je réalisais absolument pas ce qui se passait. Donc il sort dehors, il appelle les secours. Et il dit au secouriste, j'ai eu Karine Roquel au téléphone, elle avait l'air bizarre, elle avait des propos incohérents et suicidaires. Donc du coup, et puis elle est dépressive. Je précise aussi que cet homme-là voulait que je sois femme de ménage et non ostéo, donc ma dernière année de formation d'ostéo, je le lui ai caché. J'ai passé mes examens que j'ai eus haut la main, et je lui ai caché parce que j'avais besoin de vivre mes réussites pour moi. Avant, j'étais une nana qui parlait beaucoup trop. Donc, les pompiers reçoivent son appel, et je suis allée 1 an après au centre de secours des Sables d'Olonne pour visiter, pour récupérer des informations sur mon épisode, parce que tout le monde connaissait mon histoire, sauf moi. Et il appelle les secours, et les secours interviennent pourquoi? Pour une tentative de suicide, une femme qui se suicide. Donc sur leur feuille de route, c'est écrit suicide, avec cette adresse-là. Et donc du coup, quand les pompiers interviennent chez moi, ils me découvrent, et moi j'essaye de rentrer en contact avec eux justement. Déjà quand ils ont frappé à la porte, je me suis dit, mais pourquoi ils frappent? Pourquoi ils n'utilisent pas la sonnette comme tout le monde? Je réalisais absolument pas que c'était grave ce qui se passait. Donc ils sont rentrés chez moi, ils m'ont découvert, ils ont fait les gestes de premier secours. Et moi je pense qu'à ce moment-là, en fait, j'étais en train de revenir à la vie. Je pense que le voyage que j'ai vécu après, je l'ai vécu chez moi. Ça, je le pense, je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, puisque ce soir-là, il n'y avait pas de témoins. Ça ne s'est pas passé en milieu hospitalier, comme beaucoup d'expérienceurs. Et sans un médecin qui peut dire, oui, elle a eu un arrêt cardiaque de tant de secondes. Donc là, j'ai pas de témoin. Et je me garderais bien de retrouver cet homme-là pour le lui demander. Donc en tout cas, voilà, je suis une caméra, une conscience qui peut voir à différents angles. En fait, j'ai une vision à 360. Je peux être à la fois à l'intérieur de chez moi et à l'extérieur, parce qu'évidemment, il y en a un que je surveille. Il est parti se planquer quelque part pendant que les secours arrivent. Et donc les pompiers arrivent, j'essaie de communiquer avec les pompiers, et là je perçois tout ce qu'ils sont. C'est-à-dire que quelques mois après, j'ai recontacté cette femme pompier qui s'est adressée à moi, qui m'a dit si vous m'entendez bouger, serrer ma main. Et puis elle dit aux autres, elle se retourne et elle dit aux autres, non, elle ne m'entend pas. Et alors moi j'étais super agacée, je me suis dit, si, moi je l'entends, mais c'est elle qui ne m'entend pas. Donc voilà, il y avait plein d'épisodes comme ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon on en a pour 1 heure et demie. Et donc le salut arrive, puisque quand ils sont arrivés, j'étais en coma très profond, j'étais en Glasgow 3. Glasgow, c'est une échelle de coma, 0 quand on meurt et 15
quand on sort du coma. Donc quand ils sont arrivés, j'étais vraiment limite. Et je pense que l'infirmière du SAMU m'a entendue quand j'essayais de communiquer avec elle, puisqu'elle a demandé au médecin qui était urgentiste, qui était en train de faire l'intubation, elle lui a demandé « Mais tu crois qu'elle a fait ça toute seule ?» Ah, j'ai dit « Ah yes, ça y est, quelqu'un m'a entendu !» En fait, elle, de son côté, peut-être qu'elle perçoit ça comme étant de l'intuition. C'est pour ça que j'insiste, en fait, sur ce côté intuitif. Écoutez toujours votre intuition, parce que vous ne savez pas qui vous murmure à l'oreille. D'où vient cette intuition? Et là, le médecin urgentiste dit non, je ne sais pas, c'est pas notre affaire. » Voilà, il fait ce truc. Donc, je suis emmenée à l'hôpital. Il faut savoir que pendant le trajet, c'était assez amusant. Cet agresseur s'est pointé devant chez moi au moment où les pompiers mettaient mon corps dans ce camion. Et il a suivi le camion. Et moi, je me suis assise dans la voiture à côté de lui. Ma conscience n'est pas restée avec mon corps dans ce camion. Je me suis assise dans sa voiture pour voir ce qu'il faisait. Et il donnait plein de coups de fil. Et aujourd'hui, si je vous donne autant de détails, c'est parce que j'ai la preuve aussi de toutes ces informations que je vous donne. Les premières choses que j'ai commencé à faire, c'est vérifier. Parce que quand on revient d'un vécu aussi puissant, la première chose qu'on se dit, c'est « oulala, ça tourne pas rond là-dedans, j'ai pourtant pas fumé, mais... Voilà, c'est quand même assez indicible, assez incroyable de vivre ça. Donc j'ai passé quasiment une année entière à vérifier toutes les informations que j'avais, et j'allais les vérifier. Donc j'ai questionné les pompiers, en l'occurrence, différentes personnes. Donc voilà, je découvre ce que je suis une conscience qui voit tout, qui sait même tout ce que les êtres humains veulent cacher. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes, la femme pompier... tout ce qu'elle n'ose pas s'avouer à elle-même, tout ce qu'elle peut... On joue une pièce de théâtre, en fait, quand on est là. On a un costume, donc on peut se mentir aussi, mais quand on est cette conscience, on ne peut pas se mentir. Je devinais tout sur toutes les personnes qui sont intervenues. J'ai même entendu aussi les railleries de certains policiers qui se moquaient de moi et qui ne savaient pas que quand on est dans le coma, même très très profond, on entend tout. Cette caméra que je suis en fait au plafond est complètement dans le détachement. Et pourquoi dans le détachement? En fait, c'est super important. J'avais besoin de comprendre une leçon. Et cette leçon, c'est l'amour. Ma conscience voulait absolument me montrer que je faisais fausse route dans l'amour depuis que j'étais née. Et ça, c'est le plus grand enseignement que je retire de cette expérience de mort imminente, que j'ai moi envie de rebaptiser expérience de vie éternelle, ou expérience de mort provisoire. Pour moi, ça ne correspond pas à ce que j'ai moi vécu, les médecins l'appellent comme ça, mais moi j'ai vécu une expérience de vie éternelle. Et mon âme avait vraiment envie que je me rende compte à ce moment-là à quel point je ne m'aimais pas, moi, à quel point je me laissais démolir, à quel point je me laissais salir, à quel point je n'avais pas compris grand-chose à ce qu'est l'amour vrai. Et ça commençait par mon enfance, avec les parents que j'ai. Et je les remercie aujourd'hui d'avoir été ce qu'ils sont. Ils sont toujours là, ils sont toujours vivants. J'ai même reçu aujourd'hui un SMS, puisque c'est mon anniversaire. J'ai reçu un SMS de mon papa, à qui je n'ai pas parlé depuis bientôt 5 ans, suite à cette expérience-là, parce que ça a quand même chamboulé beaucoup de choses dans notre famille. Ouais, c'est pas grave. Je remercie malgré tout mes parents d'avoir été pas spécialement aimants, en tout cas des handicapés de l'amour, comme j'ai pu les traiter quand j'étais plus petite, parce qu'ils m'ont permis aujourd'hui de me rendre compte que l'amour, c'est quelque chose de puissant, et en tout cas, je leur ai pardonné dans mon cœur. Donc voilà, cette belle leçon de ma conscience. Et elle voulait me montrer aussi comment faire pour sortir de la dépendance affective dans laquelle j'étais, dans laquelle je souffrais. Comment je suis morte? Là, c'est un processus magnifique, mais vraiment magnifique. Un processus doux
et très organisé. On ne quitte pas son corps n'importe comment comme ça. C'est quelque chose de vraiment très organisé et j'ai eu la chance de l'avoir vécu moi de l'intérieur et de l'avoir vécu de l'extérieur. On a eu d'autres témoignages aujourd'hui qui en parlent, les expériences de mort partagée par exemple, mais aussi Marie, je crois, dans ce moment de médiumnité. Ce processus, c'est vraiment comme un accouchement à l'envers. Moi, je l'ai vécu comme ça. Quand mon âme, alors là, pareil, dans le registre de vocabulaire, on peut l'appeler son âme, son essence, son fluide de vie. En ostéopathie, on étudie le souffle de vie. Donc, c'est ce petit truc, cette poudre de perlimpinpin qu'on étudie dans différentes thérapies. Et en tout cas, un accouchement à l'envers, pourquoi ? Parce que moi, j'avais la sensation, et je vais vous le mimer, d'avoir une membrane autour de moi, comme un cocon, comme un utérus, j'ai envie de dire, mais une membrane douce et magnifique. J'en ai vraiment des frissons, comme je vous le dis, qui me serrait de la tête aux pieds et qui... en fait, elle savait carrément ce qu'elle faisait, cette membrane. Moi, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, mais elle était d'une conscience incroyable. Elle savait qu'elle m'emportait. Et moi, j'avais juste à me laisser faire, en fait. Donc, elle faisait comme des contractions autour de mon corps, et progressivement, des pieds jusqu'à la tête, parce qu'en fait, on part dans un expire. Autant à la naissance, on est dans un inspire, et bien là c'est le processus inverse. Donc on part vraiment des pieds jusqu'à la tête et on sort par le sommet de la tête. En tout cas, ça fait pas mal du tout. Je voudrais vous rassurer là-dessus, ça ne fait pas mal. Ce qui peut faire mal, c'est une maladie. Voilà, ça occasionne effectivement des souffrances, mais le processus en lui-même, quand l'âme quitte le corps, moi j'ai ressenti en fait mon âme qui quitte mon sang. Et aujourd'hui, quand je demande à mon âme de se manifester dans mon corps, voilà, je le fais, eh bien, je la sens glisser à l'intérieur de mon sang. Et depuis, j'ai une extrême proximité avec mon âme et ce qui me tiendra à cœur jusqu'à la fin de mes jours, c'est de vous amener tous à sentir cela dans votre corps. C'est ça ce qu'on appelle la présence à soi. Donc voilà, dans ce processus, eh bien, elle fait des contractions, pour que sa présence puisse quitter mon corps, mon sang. Et à un moment donné, il y a comme un espèce de focus, vous savez, les diaphragmes d'appareil photo, eh bien, elle s'arrête sur mon visage, et là, elle salue dans une révérence, la personne qu'elle a créée. Parce que notre âme nous crée vraiment. Elle nous fait... C'est elle comme un sculpteur qui va dans son atelier faire une magnifique sculpture. Et bien notre âme, elle fait exactement la même chose avec nous. C'est elle qui a choisi le corps qu'on a. Et donc, dans une magnifique révérence, elle s'arrête sur mon visage, elle me regarde vraiment droit dans les yeux. Elle m'a aimée, mais d'un regard, jamais personne ne m'a aimée comme ça, en fait. J'avais beau le chercher, j'ai couru toute ma vie, j'ai couru pendant 45 ans pour qu'on m'aime. C'est pour ça que je suis tombée dans la dépendance affective. J'ai connu plus d'un homme dans ma vie, j'en ai connu quelques-uns. J'avais toujours besoin de cet amour encore plus fort, de ces preuves, de ce regard, et ben là, je l'ai eu et c'est mon âme qui me l'a offert ce jour-là. Et je l'en remercie. Donc du coup, je suis embarquée dans un incroyable vortex. Tu vois, ce mouvement, il tourbillonne à l'intérieur de moi, ça appuie, ça fait des contractions, et à la fois je suis embarquée dans un magnifique vortex, un vortex qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. Et moi, je pense que dans ces moments-là, c'est une révérence, mais aussi c'est de la gratitude dans les deux sens. C'est vraiment c'est difficile à expliquer, finalement. Je vais y arriver.
Et ça, c'est le premier dessin que j'ai fait quelques temps après, parce que comme j'arrivais pas à en parler, et ben voilà, je me suis mise à dessiner, et ce qui est assez marrant, c'est que ça ressemble à d'autres dessins que j'ai trouvés après sur d'autres présentations que j'ai retrouvées sur Internet. Et je suis assez contente de mon dessin. Je ne sais absolument pas dessiner, on dirait une gamine de 4 ans et demi. Mais en 2014, j'avais pas d'âge. Voilà, je suis sortie de mon corps. Je suis sortie de mon corps, je suis une conscience incroyable, je suis dans la joie, mais une joie d'être, mais un truc de dingue. Vraiment une joie, comme une gamine, je suis excitée. Non, c'est même pas excitée, je suis vraiment dans une... C'est pas de la gaieté, c'est vraiment de la pure joie. La pure joie, c'est de l'amour, en fait, c'est l'expression de l'amour. Et là, ce que vous voyez, c'est la façon dont je me percevais, comme un courant électromagnétique bleu. C'est pour ça peut-être que j'aime beaucoup le bleu, et en tout cas, c'est comme ça que je me percevais. Alors, je ne suis pas juste une couleur, ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour à l'état pur. C'est moi dans mon essence. Et à la fois, je ne suis pas toute seule, donc j'ai trouvé cette photo-là sur Internet, mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas rien, qu'on est quand même un courant électrique. En tout cas, moi, je me percevais comme ça, mais qu'on n'est pas isolé du reste. J'ignorais en fait que j'étais ça à l'intérieur de mon corps, cette présence-là, une grande présence d'amour qui pétille avec beaucoup de légèreté. Et bien en fait, dans ce moment-là, je suis déjà dans l'intemporalité, c'est-à-dire que le temps et l'espace n'ont plus aucun sens pour moi. Donc toutes les étapes que je vais vous raconter après, j'ai bien été obligée de les mettre les unes à la suite des autres. Je ne sais pas, on pourrait peut-être les mettre dans un autre ordre. Mais là, voilà, l'espace et l'espace-temps vont ensemble. Donc là, je suis dans la temporalité et je fais partie d'un grand tout. C'est la diapo. Voilà, je fais partie d'un grand tout, de cette lumière incroyable qui vient nous chercher. On n'a rien d'autre à faire que de se laisser embarquer. La première chose qui se présente à nous, c'est la lumière. Et la lumière, c'est une lumière incroyable, mais à la fois, c'est pas une lumière éblouissante, pas du tout. Et c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer ce que c'est. C'est que nous, avec nos yeux, si on allume toutes les lumières de cette salle, vous pouvez être ébloui, mais là, c'est une lumière bien plus forte et à la fois absolument pas éblouissante. Et la lumière, en fait, sous le mot lumière, on entend amour, amour pur, connaissance, conscience, présence, joie, partage. Voilà, on en met plein des mots. C'est ce que moi j'appelle le mandala vivant. Quand je vous disais tout à l'heure que je me sentais une caméra au plafond, une caméra vivante, ou même cette membrane vivante qui m'embarque, et bien là c'est une lumière vivante, c'est un mandala incroyable auquel j'appartiens. J'ai beau me percevoir comme étant une onde électromagnétique bleue, et bien je ne peux pas dire que ce côté-là me caractérise. Ici on a vraiment une identité, je suis une femme, j'ai tel âge, j'ai tel nom, je viens de tel pays, voilà. Là c'est absolument pas, on n'a plus d'identité. À la fois on sait d'où on vient, où on va, on a une grande conscience, mais à la fois on retourne au tout. Et à ce moment-là, en fait, je savais tout sur tout. Alors c'était génial, je me dis, ouais, yes, ça il va falloir que je m'en souvienne pour que je le ramène. Eh bien non, je m'en souviens pas. Il y a certainement des choses, des informations que j'ai en moi, puisque depuis je m'intéresse énormément à la physique quantique et à la géométrie sacrée. Mais la connaissance du tout sur tout, voilà, j'ai juste oublié, puis finalement c'est pas plus mal. J'apprends à découvrir. Alors quand j'étais aussi chez moi, je percevais le décor et le vide. Alors le vide n'existe pas, évidemment. Nous, on perçoit le vide parce qu'on a un corps, parce qu'on est de la matière. Mais quand on n'est plus de la matière, on est quand même quelque chose, une onde électromagnétique qui perçoit le vide, en fait, tout ce qui nous entoure, avec une autre perception. Et pour moi, quand je regardais les meubles, voilà, quand je regardais mes meubles, eh bien, je voyais des lignes électriques bien rangées, des lignes. Alors il y avait des lignes vertes,
mais il y avait des lignes de toutes les couleurs. Alors c'était assez incroyable parce que je savais où j'étais chez moi, je regardais le mobilier et je ne percevais pas le mobilier comme avec mes yeux humains. Je les percevais comme étant des lignes. Et puis je voyais aussi, puisqu'il y a une très forte agression à mon domicile, et ben, je voyais le schéma énergétique. Donc j'ai trouvé cette photo qui est à peu près représentative de ce que je voyais chez moi, de ce que je percevais chez moi. C'est voilà, ce que j'appelle du gribouillis. Du gribouillis, c'est du bazar, des ondes emmêlées les unes les autres, c'est pas de la cohérence, hein, parce que la cohérence, c'est l'ordre, c'est l'amour, c'est la santé, c'est la joie, c'est la création. Le désordre, c'est ça. Et quand on vit des émotions difficiles, des vibrations basses, eh ben, ça génère du gribouillis par rapport à l'ordre qui nous a créés, l'ordre qui est amour, qui est création, qui est santé. Et bien c'est bien organisé. Vous voyez la différence entre le mandala de tout à l'heure et puis le gribouillis à côté qui représente l'agression. Donc j'ai fait nettoyer ma maison par un géobiologue après. L'énergie, vous avez compris que l'énergie c'est de l'information. On véhicule de l'information, c'est comme ça que le champ quantique, le champ électromagnétique, ce que d'autres appellent aussi le champ unifié, c'est ce qui nous unifie, nous apporte de l'information. Donc dans ce moment-là, je fais aussi l'expérience du non-temps, le présent, le passé, le futur se mélangent, et en même temps. Et c'est assez perturbant en fait. Ensuite, après cette expérience de la lumière, j'ai revu ma vie. Et là, c'est comme si ça avait duré une fraction de seconde, et puis comme si ça avait duré longtemps en même temps. J'ai revu ma fille défiler comme s'il y avait un diaporama qui marche, qui va super vite, plusieurs images qui se superposent. Et il n'y avait qu'un fil conducteur. Ce n'était pas forcément dans un ordre chronologique, mais il y avait un fil conducteur qui est celui de l'amour. Comment j'ai aimé, comment j'ai été aimée, et quelle a été ma contribution au monde. Et ça, la contribution au monde, c'est quelque chose que j'avais complètement pas intégré dans ma vie, et c'est ce que j'intègre aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai envie de passer ce temps, mais c'est difficile, mais j'ai envie d'offrir au monde ce que j'ai vécu, ma perception en tout cas de cette expérience. Et donc quand j'ai revu ma vie au travers de ce fil conducteur de l'amour, j'ai revécu, c'était pas juste des images, j'étais pas juste dans un endroit où on voit des images, je les revivais en fait, je les revivais, pas avec mes tripes parce qu'évidemment je suis plus dans mon corps, mais je les revivais vraiment avec une grande puissance. Et la façon dont j'ai aimé maladroitement, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, si j'ai pas envie de me juger en tout cas, mais j'ai été très maladroite dans ma façon d'aimer. J'étais aussi, même avec mes 3 enfants, j'avais des moments de violence, je les aimais énormément, mais à la fois moi j'ai été élevée dans la violence, donc j'avais pas conscience de ces schémas inconscients qui se reproduisent, et depuis je suis absolument plus du tout la même maman. Je prends le temps d'aimer, je prends le temps d'être avec chacun, je prends le temps aussi de ressentir ce qui se passe en moi quand je suis peut-être dans des moments où je sens que je peux être en colère avec mes enfants et c'est pas ce que j'ai envie de leur offrir. La colère, je sais quoi en faire, mais voilà, je mélange plus tout. Donc je suis super contente d'avoir revu ma vie défiler au travers de... J'ai pas d'image très particulière, c'est plutôt de la revivance de certaines scènes. Donc c'est un moment super intense. Et j'ai appris aussi comment les corriger aussi dans cette... on n'est pas juste passif en fait. Là, petite parenthèse, il n'y a pas dans une hiérarchie quelqu'un qui vous dit « Dis-toi, moi, c'est pas bien ce que tu as fait là dans ta vie. » Non, il n'y a personne qui nous juge. Moi non, personne. On apprend à regarder notre vie, on peut être guidé par des guides spirituels, mais on apprend à se regarder soi-même. À ce moment-là, je fais l'expérience d'une autre lumière. Mais une lumière, celle-ci, plus douce mais irrésistible, terriblement irrésistible. Et comme il s'est présenté à moi, alors,
J'ai pas résisté, je l'ai suivi. Et là, d'un seul coup, je me suis retrouvée dans un câble, mais un gros câble électrique. Vous vous rappelez toutes les couleurs du mandala que je suis, que nous sommes? Eh bien, on s'est retrouvés tous ensemble. C'est comme si j'étais vraiment toutes ces couleurs à la fois. C'était elle, c'était moi. On s'est retrouvés tous ensemble et on allait vite dans ce vortex, mais ça a duré certainement une fraction de seconde, une accélération juste incroyable. Dans un mouvement de vortex, ça tourne et apparemment ce câble, il sait exactement où il veut m'emmener, mais alors moi, comme je ne sais exactement pas où je vais, eh ben, je me laisse complètement aller et j'arrive dans une espèce d'autre plan de conscience en tout cas. Cette conscience sait où elle m'emmène et moi dans cette frénésie, je suis juste super contente d'arriver à cet endroit qui est la maison. En fait, c'est juste un retour à la maison. À ce moment-là, je passe par une sorte de tamis. Un tamis, puisque jusque-là, j'étais une espèce de particule électromagnétique, et là, je ne suis plus particule. Ce tamis, c'est comme s'il me faisait encore plus fine. Vous savez, on tamise la farine. Et ben, pour enlever les grumeaux, eh bien, je ne sais pas si j'étais un grumeau électromagnétique, mais voilà, je passe ce tamis et je ne suis plus lumière, je ne suis plus particule, je ne suis même pas onde. Et là, j'arrive à la maison. À la maison où je baigne dans ce tout, dans ce rien, dans cet endroit qui est super cosy. C'est pas noir en fait, c'est... vous savez, quand on aime se retrouver avec un chéri, eh ben, on se met dans un petit salon cosy, on allume juste une petite lumière et on passe un instant. On n'a pas besoin d'ouvrir les yeux en fait, on est juste en communion. Et là, dans ce moment de retour à la maison, eh bien, j'étais en communion, j'étais en fusion totale. Dans ce tout, dans ce rien qui est tout. Et à ce moment-là, j'entends une voix, c'est bizarre, je ne sais pas qui c'est, mais j'entends une voix qui me dit « Repose-toi ». Alors je me suis reposée. Pendant une éternité, jusqu'à l'infini, je me suis reposée. Et puis après ce moment-là, je ne sais pas si on peut dire après, mais en tout cas moi je vous le raconte d'une façon un peu chronologique. J'ai été accueillie par une jeune femme de 18-19 ans. Elle s'est présentée à moi. On s'est d'abord retrouvés dans un jardin céleste. Alors c'est juste assez incroyable parce que ça ressemble étrangement au jardin qu'on a sur la Terre, mais avec des couleurs incroyables, avec des perles d'eau, comme des perles de pluie, mais c'est pas de l'eau qui coule, c'est de l'eau énergétique. Je ne sais pas si on peut inventer. Il y a bien l'eau solide, liquide, gazeuse, et ben pourquoi pas de l'eau énergétique. Donc je me suis retrouvée dans un magnifique jardin. Elle m'a accueillie, je la trouvais sublime, cette jeune femme de 18-19 ans. Elle me ressemblait énormément. Elle avait des cheveux longs, bouclés, vénitiens. Elle portait une espèce de robe floue, c'est assez indéfinissable. Et puis elle me sourit, je la trouvais rayonnante, magnifique. Alors je me suis dit, mais qui c'est? Elle me ressemble quand même énormément. Ouais, c'est peut-être mon double de lumière, je ne sais pas, je me laisse faire. Elle m'emmène près d'un lac. Et là, elle me dit, observe ton visage dans l'eau. Elle me dit, tu es belle. Et là, moi, je me regarde et je me rends compte qu'en fait, je vois une tête de sanglier. Et alors, du coup, j'étais horrifiée, je fais un mouvement en arrière. Ah, tu es allée un petit peu trop vite. Merci. En fait, je ne me trouvais pas belle du tout. Je dis, mais elle est folle, pourquoi elle me trouve belle? Moi, je ne suis pas belle, je n'ai pas fait des choses bien aussi dans ma vie. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, revenait cette culpabilité d'avoir avorté le 14 octobre 1994. Je ne sais pas pourquoi, ce truc que j'avais pourtant bien enfoui au fond de moi, il refaisait surface ce jour-là. Et elle se met à rire, et là je lui dis non, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. Elle me dit mais si, tu es prête. Elle m'invite à regarder mon visage à nouveau dans ce lac, et là je vois à nouveau ce sanglier. Donc là elle m'envoie sur un chemin
je traverse encore ce magnifique jardin. Et là, il y avait un guide spirituel qui m'attendait. Alors, je n'ai vu que ses yeux, mais des yeux incroyables. Et on s'est parlé, non pas par la voix, mais non plus par télépathie, parce qu'avec cette jeune femme, on échangeait par télépathie. Avec lui, c'était une infusion de regard. Dans son regard, il m'a donc fait comprendre que c'était un de mes guides spirituels. Et il m'a dit, je t'attendais. Tu as traversé tous ces espaces sans t'en rendre compte, et je t'attendais. Il avait des choses à m'enseigner, qu'il m'a retransmis dans son regard et qui concernent ma mission de vie. Donc il m'a donné plein de conseils, notamment les démarches pour partager ce vécu avec vous et tant d'autres choses encore. J'ai envie de monter des ateliers, enfin je sais pas, faire plein de trucs. Donc voilà, ce guide spirituel, j'ai passé un merveilleux moment et je sais qu'en fait il est tout le temps présent près de moi. Et je sentais déjà sa présence avant, mais je doutais tout le temps. J'avais un moral, j'avais un cerveau gauche qui était beaucoup trop actif, donc pour moi tout ça c'était un peu trop spirituel, bizarre, je sais pas trop. Bref, je reviens dans ce jardin et là, grâce à ce moment d'échange d'informations avec ce guide spirituel, je reconnais que cette jeune femme, c'était Iris, ma fille. Ma fille Iris que j'ai perdue le 14 octobre 1994, c'était un avortement. Et comment ai-je pu l'oublier? Je ne l'ai jamais oubliée et c'est elle qui m'a remémoré différents moments. Et dans ce jardin céleste, elle... excusez-moi, c'est un peu... c'est ma première conférence aussi, et donc du coup j'essaye de ne pas venir avec mes bagages émotionnels, mais voilà, je pense que vous comprenez un petit peu ce qui se passe en moi. Et Iris m'emmène en fait après dans son jardin à elle. Elle avait décidé ce jour-là d'apparaître sous les traits d'une jeune femme de 18-19 ans. Évidemment qu'elle ne pouvait pas apparaître sous la forme d'un embryon parce que je l'ai perdue à 2 mois de grossesse, donc je n'allais pas la reconnaître si elle prenait cet aspect-là. Et elle a délibérément décidé d'apparaître sous les traits d'une jeune femme comme si elle avait vécu sur Terre. Eh bien, elle serait devenue cette belle jeune femme. C'est pour ça que je la trouvais rayonnante et qu'elle me ressemblait aussi. Les défunts ont cette capacité d'apparaître aussi sous la forme qu'ils veulent. Et je l'avais déjà vécu quelques années auparavant, puisque ma grand-mère est morte quand j'avais 20 ans, et pendant 10 ans, elle est venue me voir dans son sommeil, et elle choisissait d'apparaître sous différentes formes, parce que pour ne pas m'effrayer, moi j'avais été effrayée au moment de ses obsèques, de l'avoir vue décédée, et pendant 10 ans, quand elle venait me voir dans mon sommeil, elle prenait l'apparence d'un cochon d'Inde. Parce que quand j'étais petite, j'adorais ma petite cochon d'Inde, elle s'appelait Fouinette, et donc elle prenait son apparence pour ne pas m'effrayer. Elle avait plein de messages à me donner en fait sur ma famille. Donc Iris, voilà, a choisi sa tenue vestimentaire, son apparence physique, et elle m'a accueillie dans son jardin. Alors pour aller dans son jardin, on ne pouvait pas y aller n'importe comment, il est protégé par des très hautes fréquences. Donc il fallait que je monte en vibration, c'est un peu original comme exercice. J'ai appris comment il faut être pour monter en vibration. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée devant une espèce de portail, un peu comme les rosaces des vitraux dans les cathédrales. Eh bien, je ne sais pas comment j'ai fait, mais elle m'a aidée à le faire, à monter en vibration. Et à chaque fois que je montais en vibration, c'est comme s'il y avait une lumière de ce portail qui s'allumait. Et c'était de la géométrie assez proche du mandala qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, je montais en vibration, ça tournait, enfin, c'est assez indescriptible, mais voilà, une fois passé ce portail, je pouvais arriver dans son jardin à elle, qui était une double bulle arc-en-ciel. Florence t'en parlait de l'arc-en-ciel. Et donc voilà, je suis allée dans son jardin, elle m'a fait visiter son jardin. En fait, j'ai rempli mon album photo, vous savez, si vous avez des enfants, vous avez un album photo qui est là, dans votre cœur, de tous ces moments que vous avez vécus avec ceux que vous aimez.
Et bien, avec Iris, on a rempli cet album photo. Je n'ai pas connu Iris sur Terre, mais je l'ai connue là-bas. Et c'est comme si ces 19 années passées sans elle, eh bien, je les ai vécues là-bas. Donc aujourd'hui, je suis riche de tous ces moments vécus avec ma fille. Et j'y pense absolument pas avec de la tristesse. Oh mon Dieu, j'ai pas vécu avec ma fille. J'ai eu 3 magnifiques garçons. Aujourd'hui, je passe plein de moments terrestres avec eux. Mais avec Iris, c'était autre chose. Et là, elle m'a expliqué dans son jardin à elle qu'elle a choisi de partir le 14 octobre 1994, qui n'était pas une date au hasard. En fait, au départ, on devait avorter le 7 octobre. Et puis, ce week-end-là, avec le papa, on avait un week-end voile. Et lui, il était très mal à l'aise par rapport au fait d'avorter. C'est lui qui voulait avorter, moi je voulais absolument pas. Et il voulait absolument pas qu'on dise à ses amis, surtout qu'on faisait de la voile ensemble ce week-end du 7 octobre. Donc il fallait surtout que personne ne le sache. Donc on a décalé la date, et ça tombait mal dans ma tête, parce que le 14 octobre, c'est aussi la date d'anniversaire de Thomas, son fils aîné. Pendant 4 ans, j'ai contribué à l'éducation de ce gamin avec lequel j'ai une connexion d'âme extrêmement puissante. Et c'était difficile pour moi d'avorter le jour de l'anniversaire de Thomas. Et donc évidemment, avec le papa, on s'est séparés 9 mois plus tard, parce qu'à chaque fois que je voyais Thomas, je pensais au bébé que je n'ai pas eu. Alors que Iris, dans l'au-delà, m'a rappelé tous ces moments en fait, de début de grossesse. Iris a été conçue à Annecy, près du lac d'Annecy. Et le 9 août, étonnant, c'est le jour de la Saint-Amour. Et je ne savais pas que j'étais enceinte. Mais Iris, dans l'au-delà, m'a rappelé tous ces moments en fait, que je faisais à Annecy. Elle me dit, tu sais, quand tu caressais les herbes hautes à Annecy, eh ben c'est moi. Et je sentais bien que ces herbes me caressaient dans la main. J'ai trouvé ça étrange. Eh bien, c'était déjà la présence de ma fille. Je ne vous dirai pas tout, en fait, ce qui s'est passé dans cette bulle. C'est notre album photo, mais en tout cas, il est là, il est présent, il est dans mon cœur, il a été super intense. Et on file là, sur la prochaine diapo. À ce moment-là, en fait, je vais dans d'autres bulles. Après le jardin d'Iris, je me suis retrouvée dans une architecture sacrée. Comment dire ? Je prenais conscience que là, il y avait des formes géométriques. Je me suis retrouvée dans un octaèdre. Vous connaissez les solides de Platon, les 5 solides de Platon. Le cube, tétraèdre, octaèdre, icosaèdre. Tu as 5 là ? Dodécaèdre, merci. Donc c'est depuis que je suis devenue une... J'enquiquine un peu mon entourage maintenant avec les formes géométriques. Et voilà, à ce moment-là, je me rends compte que je suis dans un dodécaèdre et que je suis reliée à plein de choses. Alors la reliance, c'est vraiment, on le vit au niveau de la vibration de l'amour, mais on la vit, on se sent vraiment connecté à différents espaces. Et c'est assez magique. Là, à ce moment-là, je suis vraiment une conscience pure, encore plus pure, c'est indescriptible. Notre mental, il ne veut vraiment pas adhérer à ce truc-là, mais plus on passe des plans de conscience, plus on est amour encore plus intense. Et c'est pour ça que, vraiment, dans tout ce que je fais dans ma vie, j'intègre l'amour dans tout ce que je fais, ce que je vis, ce que je dis, parce que dans ce qu'on est, dans tous les plans de conscience, au-delà de notre vie terrestre, évidemment, puisqu'on est parti bien plus loin là, c'est de l'amour, mais à haute dose, vraiment très très profond. Et je fais une petite... Je rembobine la cassette à propos d'Iris. C'était un moment super important. C'est qu'Iris m'a délivré aussi un message par rapport à son papa dans l'au-delà. Et c'est un message très... Alors, je ne vous donnerai pas la teneur du message parce que ça lui appartient à lui. Même moi, je l'ai... Enfin, c'est pas que je l'ai oublié, c'est que, voilà, il ne m'appartient pas.
Mais Iris m'a expliqué pourquoi le 14 octobre. Et il se trouve que quand j'ai vécu cette ENDE en 2014, j'avais encore dans mes contacts Facebook, j'adore Facebook, j'avais encore le papa, même si ça faisait quelques années qu'on s'appelait plus, on a continué notre vie. Il se trouve que je publiais des choses un peu bizarres sur ce qu'est l'âme, les défunts qui sont proches de nous. Il me suivait en fait de loin. Puis un jour, en 2017, en octobre 2017, donc il n'y a pas si longtemps, il n'y a que 2 ans de ça, il m'appelle, il me dit tu publies des trucs bizarres sur Facebook, mais je sens que là, la bizarrerie m'a atteint, il faut que je te dise quelque chose, est-ce que je peux t'appeler? Alors il était 22h, je lui fais bah oui, demain matin, 9h, on s'appelle. Et puis il me fait ouais, ok. Je sentais qu'il bouillait à distance. Il me fait ou maintenant, alors on s'appelle. Et il m'avoue quelque chose, en fait, le 14 octobre 2017, il a failli mourir, il faisait beaucoup de parachutisme. Il était même devenu caméraman et photographe en l'air, donc voilà, quand vous sautez, vous êtes en chute libre avec un moniteur, et bien lui, il est en chute libre aussi à côté de vous pour vous prendre en photo. C'est pas mal, hein, les photos. Dans ces moments-là, on est un peu défiguré. Bref, il avait oublié de déclencher son parachute, et il chutait. Le premier parachute de secours ne s'est pas ouvert. Et là, il m'a dit, j'ai vraiment senti qu'il y avait une présence à côté de moi qui a déclenché le 2e parachute de secours. Il était quoi, même pas 200 mètres sol. Pouf, ça a ouvert et il a tapé le sol. Il m'a dit, c'est quoi ce truc? Il m'a dit, c'est quoi? C'est qui cette âme qui était à côté de moi et qui m'a sauvé la vie? Et là, je lui ai dit, excusez-moi, je suis traversée par un frisson. Et là, j'ai fait, au fait, t'as regardé quelle date c'était? Il me fait, ouais, c'était le 14 octobre. Je fais, ça te rappelle rien? Bah, il me fait, attends, je cherche les hommes et les dates. Non, c'est pas pour vous. Et il me dit, ah, mais si, c'est l'anniversaire de Thomas. Je fais, oui, mais encore. Eh bien, je fais, on n'a pas perdu un enfant le 14 octobre. Et là, il fond en larmes, il me fait, ça y est, j'ai compris, c'est notre fille. Ben, je fais, oui, c'est Iris, elle t'a sauvé la vie. Voilà, ça c'était la petite anecdote. On revient à notre architecture sacrée. Donc là, je file. Eh bien, je me retrouve dans différentes bulles simultanément. Je me retrouve d'abord dans une première bulle qui est... on était 12. Alors, je ne sais toujours pas ce que ça signifie. Moi, je partage mon expérience, mais je crois que je n'ai pas fini de découvrir un petit peu tout ce que j'ai vécu. Puis, je n'ai pas envie d'attendre de tout comprendre pour partager. Je ferai d'autres conférences quand j'en saurai un peu plus. On était 12 dans cette bulle et on apparaissait sous aucune forme. On se reconnaissait. C'était des retrouvailles, mais juste incroyables. Des retrouvailles d'âme et on a bossé ensemble comme une réunion de travail, hein, comme on fait, nous ici, une réunion de travail autour d'une table et on bossait sur un truc et là je me disais il va falloir absolument que je ramène ce truc-là. Eh ben je m'en souviens pas. J'ai été autorisée en tout cas à ramener qu'une seule information, on travaillait sur l'ordre divin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'ai contribué. Et quand on travaillait ensemble, cette bulle était opaque d'abord. Et une fois qu'on avait fini de bosser, eh bien, elle est devenue transparente. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais simultanément dans d'autres bulles en même temps. Je percevais tout autour des frontières. C'est comme là, on est dans cette salle, on peut voir au travers des baies vitrées, mais on ne peut pas aller dehors. Et ben moi, j'avais conscience que dans cette architecture, j'étais limitée à ma sphère terrestre, comme si ma conscience savait déjà que j'allais revenir. Et donc, j'avais accès à plein d'autres plans de conscience, je les percevais. Je regardais une architecture incroyable qui correspond aussi à d'autres plans de conscience quand on n'est pas. Et je pense que quand on meurt, pour le coup, on accède à tous ces autres espaces, mais là, en tout cas, je n'étais pas autorisée à passer cette frontière. Et dans les autres bulles, alors pour une petite anecdote, il y en a une que j'ai énormément aimée, que je représente sous celle qui est tout à gauche, là, avec du rose. Et là, c'est la sphère dédiée à ma féminité, à la femme que je suis sur Terre. Alors, c'est comme une école, en fait, hein, ces endroits-là. On apprend à être dans ces bulles, puisqu'on n'a pas de corps. On apprend à être. Et dans la bulle liée à ma féminité,
Et ben, c'est comme si je prenais des cours sur comment on fait pour être femme, retrouver mon féminin sacré. J'ai reçu plein de beaux enseignements et je me suis vue à un moment donné, j'étais assise comme chez le coiffeur, on me refaisait un shampoing, on me remettait de la lumière dans les cheveux. C'était assez amusant, j'ai adoré. Et puis en même temps, voilà, il y avait d'autres sphères, la sphère dédiée à la maman, je suis à l'éducation de mes enfants, comment réapprendre tout ça. Et puis une autre sphère liée à ma mission de vie, une autre liée à mon travail, et dans chacune de toutes ces bulles, eh bien, je réapprenais plein de choses. J'ai vécu comme un reset total. Vous savez, un ordinateur, on met le doigt sur un petit truc et ça fait reset total. Et ben là, c'est ce que j'ai vécu. Ouais, on retrouve notre famille d'âme. Moi, j'ai retrouvé dans les défunts, je n'ai retrouvé que ma fille. Mais par contre, quand je retrouvais ces autres personnes dans ces bulles, ces autres âmes, qu'est-ce qu'on était contents de se retrouver. C'était un partage, mais waouh, ça fait vraiment bien. Et c'est assez étonnant parce que depuis cette EMDE, mon entourage a énormément changé. Et je me laisse faire maintenant par les nouvelles rencontres que je fais. J'ai vraiment la sensation de retrouver ma famille d'âme ici sur Terre. Et on est vraiment tous reliés. Et voilà, dans ce que j'ai pu entendre en tout cas aujourd'hui dans différentes conférences, je me dis waouh, elle parle de mon histoire aussi. Enfin, on est connectés. C'est chouette, vous ne trouvez pas, non découvrir notre reliance. Il y a vraiment, voilà, dans toutes les personnes qui sont là, je garde mes lunettes pour bien vous voir, on est vraiment tous reliés. On ne le sait pas encore, on ne sait pas ce qui nous relie, mais il y a forcément un petit peu de magie dans nous tous. C'est kiffant, moi, je trouve. Je ne sais pas si vous partagez mon enthousiasme, mais moi, là, ça y est, je suis à fond. Allez, on filme maintenant que j'ai découvert, en fait, que je peux être dans différents univers. Et ben je m'amuse, en fait. Je vais dans plein d'autres endroits, dans des multivers. Je prends toutes les apparences que je veux, je m'éclate. Là, il n'y a plus de limite. Mais c'est juste passionnant. Je ne m'étendrai pas sur le sujet aujourd'hui. Mais j'ai fait malgré tout une rencontre très troublante, ce petit papillon bleu. Parce qu'à la fois, ce papillon bleu, comme on est avec d'autres âmes, on s'éclate. À un moment donné, ce papillon bleu, c'était ma fille Iris, quand on sortait de ce jardin ou de ces formes géométriques. Oui, parce que j'oubliais de dire, dans les formes géométriques, il y a des vortex, on s'amuse à les prendre, c'est comme des toboggans, boum, on y va, youpla boum. Et donc, Iris s'est amusée aussi à devenir un papillon bleu. Et quand j'ai fait des recherches, il y a 2 ou 3 ans, pour illustrer mon livre, mes écrits, eh bien, je suis allée sur internet, je trouve un papillon bleu. Oh, je vais regarder son nom, il s'appelait Apatura iris. Joli clin d'œil. Donc voilà, mais j'ai rencontré aussi un autre papillon bleu et je ne savais pas qu'en fait ce papillon-là, on représentait l'âme d'un homme qui est bien vivant sur Terre mais que je ne connaissais pas et que j'allais rencontrer 2 ans plus tard. En effet, en 2017, en septembre, pour mon anniversaire aussi, il se passe beaucoup de choses le 28 septembre, c'est rigolo. 28 septembre 2016, je ne sais pas, par un drôle de hasard, je me retrouve embarquée à Paris, alors que j'habite au Sable d'Olonne, et je vais assister à la conférence d'un neuroscientifique qui s'appelle Joe Dispenza. Et je ne sais pas, je me laisse embarquer dans le truc, et puis je voyais un papillon sur le logo de sa plaquette. Bref, je ne réfléchis pas intuitivement, boum, je m'inscris à son stage, février 2017. J'arrive à Paris, dans la grande salle, alors on était 1200. Et là, j'ai eu un choc, mais j'ai pleuré au moins pendant 10 minutes. Je découvre sur un grand écran le logo, son logo. C'est un cerveau, il y a 2 images superposées, c'est un cerveau, normal, c'est un neuroscientifique. Et c'est ce papillon bleu. Je ne lui ai pas encore dit. Je vais lui dire en personne. Donc j'ai suivi tous ces stages durant l'année 2017. C'est un monsieur qui nous apprend la méditation. Il fait très peu de blabla. Mais pendant la méditation, il nous apprend à aller dans différents plans de conscience. Alors moi, c'était fastoche parce que j'avais déjà vécu tout ça. Mais en fait, je suis allée déjà beaucoup plus loin que tous ces plans de conscience que j'ai vécu pendant ma NDE. Et surtout, il nous apprend comment on médite, comment on se connecte à la source, comment on se connecte à soi,
comment on peut dépasser nos limitations, comment ne pas rester dans des vibrations basses. Enfin, il nous apprend plein de trucs sur comment faire, parce qu'en parler c'est bien, mais le plus important c'est allez, on y va, on le vit. Donc voilà pour la petite anecdote de ce papillon bleu. Et bon, j'espère que ce voyage vous plaît, en tout cas. Je vous emmène dans tous ces petits univers, hein, et ça donne envie d'y rester. Hein. Eh bien non, il faut revenir. Donc, eh bien, je suis repassée par cette espèce de bibliothèque. Alors, c'est pas vraiment une bibliothèque, mais en tout cas, c'est un endroit dédié à ça, où j'ai revu ma vie. Et bien, j'y suis retournée pour décider de ce que j'allais revivre, en fait, après ce voyage-là. Qu'est-ce que j'allais en faire? Et j'ai vu aussi des écrans du futur. Alors, certains, je me rappelle, d'autres non. J'ai vu des écrans du futur aussi. Là, j'avais vraiment la possibilité de ne pas revenir. J'avais le choix. Par rapport à ma première NDE où j'avais 3 ans et demi, 4 ans, où là, on m'a dit non, ton heure n'est pas arrivée. Puis j'entends d'autres expérienceurs dire non, on m'a forcé à revenir. Moi, j'ai décidé de revenir. J'avais le choix de rester là-bas. Et qu'est-ce qui m'a fait décider de revenir? C'est justement, j'ai vu des scènes du futur, hein, où là, je me disais ah ouais, je me sens capable, là. Ouais, je me sens capable. Je me sens capable d'affronter le plus dur, c'est-à-dire revenir dans ma vie, hein, tout en sachant que j'avais vécu une agression, que cet agresseur n'avait pas manqué de toupet, il a fait passer ça pour une tentative de suicide. Mais je me disais, ouais, j'aurais la force nécessaire pour passer tout ça. J'ai plein d'étapes à passer, mais ah ouais, je le sens bien, là. J'ai envie. Et puis j'ai envie de contribuer au monde. J'ai pas juste envie de me servir, profiter de la vie. Non, j'ai pas envie de profiter. Je veux contribuer. Je veux offrir. Donc ouais, ça aussi, je m'en sentais capable. Et j'ai vu aussi des scènes du futur à propos de mes enfants. Et là, je dis non, c'est pas possible. J'ai envie encore de les accompagner un bon bout de temps sur cette planète. Surtout que j'étais encouragée par Iris, leur grande sœur, qui est tout le temps là d'ailleurs pour nous guider. Et puis, au moment où j'ai décidé de revenir, c'est comme s'il y avait eu un clic qui s'est fait par rapport à mon corps qui était à l'hôpital, au service Réa, où d'un seul coup, tout s'est recalé dans mon corps. À partir de ce clic qu'il y a eu là-bas, eh bien, voilà, mon cerveau était certainement embouillé avec 4,75 g, avec de l'acide chlorhydrique qui n'allait pendant 1 heure. Et je ne sais pas comment ça s'est fait tout ça, j'ai pas eu de séquelles, en fait peu par rapport à ce qui aurait pu être. C'est comme s'il y avait eu une guérison miraculeuse. Alors j'ai entendu d'autres témoignages aussi, notamment d'une femme avec laquelle je suis en contact, qui s'appelle Anita Moriani, qui était en phase terminale de cancer et qui a été miraculeusement guérie au contact de cette lumière, de ce voyage. Et bien moi aussi j'ai été miraculeusement guérie, physiquement, mais surtout psychologiquement. J'ai été guérie de la dépendance affective, déjà. Et donc, le retour, c'est pas autant d'étapes que l'aller. Je suis revenue par le sommet de ma tête. Alors là, ça a été fulgurant. Vous imaginez, vous faites un saut en parachute, vous lâchez à 4000 mètres d'altitude, à 10 000 km/h. Voilà, je suis arrivée à cette vitesse-là dans mon corps. Et ce sont les extrémités de mon corps qui m'ont arrêtée. Donc autant dire que c'était violent. Et je me suis... j'ai été arrêtée net d'un coup, et je suis sortie du coma tout aussi violemment. C'est-à-dire que... Voilà, je suis sortie, mais bon, dans ma vie, c'est souvent comme ça. Ça se passe. C'est rarement dans la douceur. Donc je suis revenue par le sommet de ma tête. Et là, mon âme a quand même eu un choc, c'est bien fort, mais quand même une espèce de petite nostalgie parce qu'elle était capable de quitter ce monde de multisens où on a bien plus de sens que nos 5 sens, de toute cette perception, de tout cet univers infini et une conscience extrêmement élargie.
Et elle a accepté en fait de revenir aux limitations de ses sens parce qu'elle sait que j'ai des cadeaux magnifiques à partager. Donc elle accepte voilà, ce sacrifice. Voilà aussi pourquoi je fais régulièrement de la méditation pour permettre à mon âme d'aller retrouver un bain de jouvence dans d'autres plans de conscience. Donc voilà, je sors brutalement du coma. Maintenant, on peut tous atterrir. Je suis revenue là, sur Terre, dans mon corps. Et ma vie depuis, eh bien... Ah oui, alors quand je suis revenue dans mon corps, ça c'était assez drôle, parce que j'avais vraiment la perception d'un truc trop petit. Vraiment le truc, je me sens étriquée dans mon corps, hein, comme si je portais vraiment des vêtements étriqués, ou comme Hulk, parce que je l'aime beaucoup, il me faisait trop rire quand j'étais môme, il craquait sa chemise, c'était un peu ça, je me sentais vraiment à l'étroit, un peu comme une côte de maille. Et en fait, quand je dis côte de maille, c'est pas au hasard, parce que dans les mailles qui nous tissent, et qui nous limitent, en fait, une côte de maille, c'est fait pour quoi? C'est fait pour se protéger, aussi, mais ça nous limite vachement finalement. Et je me suis rendu compte que mon corps il était quand même bien foutu finalement, ce que je percevais comme étant des vêtements trop petits et que j'accusais à tort au début, quand je suis revenue dans mon corps, c'est pas mon corps qui pose problème. Ce sont les limitations que j'ai autour, ce sont les informations électromagnétiques, le stress, mes limitations à moi, mes pensées, mes paroles, mes croyances. Tout ça en fait, ça fait des vêtements trop petit. Et quand j'ai appris au travers de la méditation à travailler en fait, à transmuter plutôt, à transmuter mes peurs, mes croyances. Alors j'ai travaillé sur mes croyances, je me suis rendu compte que finalement non, c'était pas le corps le souci. Ce sont nos vibrations basses, nos pensées limitantes, nos colères, nos frustrations, tout ça. Donc, mais en tout cas, ouais, ça a duré. La première année, je me sentais comme ça. Voilà, comme sur ces photos rigolotes. On peut passer à celle d'après. Donc, eh bien, j'ai fait du tri. Ça a commencé en fait dans ma vie assez rapidement. 4 mois après ma NDE, j'ai congédié certaines personnes de ma famille, notamment mon papa, parce que voilà, il voulait continuer à ce que je sois sous son emprise. C'était un pervers narcissique lui aussi. Et donc, du coup, je voyais clair dans son jeu, donc j'ai mis de la distance. Donc il y a du tri qui s'est fait naturellement, et puis il y a du tri que j'ai appris à faire aussi, par amour pour moi. Je ne veux pas dire par là qu'il y a eu de grandes engueulades, loin de là. J'ai enfin appris la diplomatie, et puis le fait de pouvoir parler de mes propres besoins, voilà, de dire de quoi j'ai besoin, et comment on peut éventuellement ensemble vivre ensemble. Donc j'ai fait du tri. Depuis, en fait, je perds vraiment pas le fil que la vie elle a un sens. On est vraiment pour différentes raisons. Et que l'important est de vraiment savoir ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc, on est tous reliés. Je mets beaucoup plus d'amour dans ce que je vis, y compris dans les choses qui me semblent a priori désagréables. Je souhaite y mettre vraiment beaucoup d'amour. Et depuis ma NDE, alors les synchronicités, ça y va. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle les synchronicités? C'est cette adéquation entre l'univers, notre âme, le champ d'information, et quand on est clic, voilà, bien syntonisés ensemble, bien sur la même longueur d'onde, et ce sont des synchronicités. Et ça n'arrête pas depuis que je suis revenue. Plutôt chouette quand même, on n'est jamais seul. Hein. Ça a changé aussi beaucoup de choses dans mon travail, dans ma façon de poser mes mains sur un corps, parce que je suis thérapeute, hein, et du coup, depuis, mes séances sont complètement différentes. Je perçois les gribouillis, ce que j'appelais tout à l'heure les gribouillis, si vous m'avez suivi. Je les perçois maintenant dans le corps, les zones où c'est pas en cohérence, justement. Ça a changé quand même beaucoup de choses. Et depuis, je suis dans la gratitude-attitude. Voilà, je remercie vraiment la vie de m'avoir fait vivre cette expérience-là, même si
mal commencé, c'était plutôt une agression, mais je suis vraiment énormément dans la gratitude pour la vie et puis pour tout ce que je vis, parce que ces moments négatifs, justement, ces épisodes les plus durs, c'est ceux qui me permettent de les transcender, d'être aujourd'hui la plus belle version de moi-même. Voilà. Merci à vous. Je crois qu'on a encore un peu de temps pour moi. Pas beaucoup? Non, ne me dis pas ça. Le voyage était très bien orchestré, divinement illustré. Merci, mais on va pouvoir faire quand même quelques petites suites, parce qu'on ne peut pas partir comme ça et redescendre sur terre. Je suis sortie de mes fiches, désolée, j'avais fait des petites fiches bien claires, voilà, pas trop, mais je me suis laissée. Non, mais c'était très clair et en même temps c'était juste magnifique. Ah, bon. Mais on va pouvoir faire un petit peu de... Deux, trois questions. Ouais, 2-3 questions, et puis... Je viens parmi vous, je viens vous voir. J'aimerais savoir comment vous avez reconnu votre fille. Parce que c'est un avortement, donc vous ne saviez pas que c'était une fille, qu'elle s'appelait Iris. C'est elle qui est venue à vous ou c'est... Alors, j'avais déjà eu son prénom, Iris, dans une canalisation. J'avais reçu son prénom parce que je faisais justement ce travail pour me libérer de cette culpabilité énorme que j'avais. Et au travers de cette personne, un thérapeute, qui m'a dit c'est quoi son prénom? Je fais j'ai pas pensé à lui donner un prénom. Elle me dit on va lui demander. Et c'est Iris qui a donné. J'aurais pas pensé, moi je pensais plutôt à Léa à l'époque, mais c'est Iris qui m'a offert son prénom. Et comment je l'ai reconnue? C'est plutôt elle qui m'a donné plein d'informations par rapport à la grossesse. Tout ce que je vivais, tous ces petits mouvements, voilà. Je pense que voilà, les reconnaissances sont passées comme ça. Merci. En fait, ça durait combien de temps Ce voyage dans l'au-delà? Oui, parce qu'on a l'impression qu'il s'est passé 6 mois. Oui, mais je suis bien d'accord avec vous. C'est que ça a peut-être duré que quelques secondes. Mais comme je n'ai pas encore trouvé le moyen de vous parler de tout ça en même temps, je suis obligée de vous parler avec des mots qui prennent du temps à prononcer chacun les uns pour les autres. Enfin bref, on fonctionne, nous, avec notre corps est relié au temps et à l'espace. Mais dès qu'on sort du temps et espace, c'est simultané. Paf, tout se passe en même temps. Donc en fait, on peut mourir 1 seconde, 2 secondes. Et avoir le temps de vivre Et une belle oui, expérience. oui. La longueur du vécu n'est pas proportionnelle à la longueur. C'est pas parce que vous êtes mort 45 secondes que vous allez vivre plus de choses que quelqu'un qui est mort juste pendant 3 secondes. Il n'y a pas de lien. Oui, Vous êtes tout. C'est incroyable les informations qu'on a en si peu de temps. Pardon? C'est incroyable les informations que l'on a en si peu de temps. Ah oui, mais là c'est vraiment, ça c'est normal, hein, c'est le mental qui veut nous dire oh là là, non mais tu te rends compte? Mon expérience, si je l'explique, elle va durer, oui, peut-être 1 heure, alors que l'instant où je suis parti était très court. On est bien d'accord. Et vous avez hâte d'y retourner? Pardon? Vous êtes resté combien de temps dans le coma? Aucune idée. Ah, dans le coma? Si, 24 heures. Entre le moment où les secouristes sont venus m'ont emmené à l'hôpital et le moment où j'en suis sortie, 24 heures. Et pendant ces 24 heures-là aussi, j'ai vécu plein de choses. J'ai communiqué avec ma famille. Voilà, là, je suis obligée de faire un condensé là, pour une conférence. Qui c'est qui m'a demandé si Oui, c'est moi, je disais, vous avez hâte d'y retourner? Eh bien, j'y retourne tout le temps. Là, j'y suis. Non, mais pour de vrai, je veux dire. Ça veut dire quoi pour de vrai? Mourir vraiment? Ben, je sais que ça va arriver. Oui, d'accord, mais ça ne m'empêche pas d'aller dans d'autres plans de conscience de mon vivant. Ah bah oui, mais vous êtes costaud, vous n'êtes pas costaud. Mais bien sûr que si. Là, vous vous mettez vous-même une limitation. C'est pour ça que je voudrais faire des ateliers après. Pas trop parler, mais le vivre. Parce que tout le monde peut le vivre.
Vous avez mis combien de secondes pour apprendre à marcher? 1 seconde, 2 secondes? Plusieurs jours? On m'a pas dit. On m'a pas dit. Je pense que ça en plusieurs jours, peut-être plusieurs mois même. Oh oui, C'est pas trop, plusieurs semaines en tout cas. Donc ben, voilà, pour aller dans d'autres plans de conscience, eh bien, il faut s'y atteler aussi, prendre du temps. La méditation peut t'aider? Oui. Oui, oui, la méditation, c'est précieux. Il y a d'autres gens qui vivent vraiment une connexion profonde avec eux-mêmes, leur âme, sans forcément passer par la méditation. Hein. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on parle en fait de choses qui sont prévues, entre guillemets? Est-ce que cette expérience était prévue? Est-ce que cet homme agresseur avait ce rôle d'homme agresseur pour que tu vives cette expérience, pour ensuite pouvoir ramener l'information? Merci pour cette super question. Effectivement, c'était déjà prévu, puisqu'à un moment donné, dans un autre plan de conscience, c'est comme s'il me faisait des coups de coude comme ça, l'air de dire hey, « T'as vu comment je te maltraite là? Et toi tu fais se faire. Ah, pas ça. » Oui, c'était prévu. Il y a vraiment beaucoup de sens dans... Pardon? Oui, c'était pour me réveiller. C'était pour me réveiller. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est le plus beau cadeau parce que je ne serais pas là devant vous, je ne serais pas là à partager tout ça. Oui, il y a du sens vraiment dans la progression de tout ce qu'on fait. Cette première décorporation, quand j'avais 25 ans, elle avait du sens. J'aurais peut-être pas pu faire un voyage beaucoup plus avancé après. Et puis oui, cet agresseur, il n'a pas choisi le rôle le plus facile. Hein. Son âme n'a pas choisi le rôle... dans cette... Il a choisi le rôle de bourreau. Oui, il a choisi le rôle de bourreau et moi à l'époque j'étais victime, donc je suis sortie de cette triangulation-là pour... je savais que j'allais en faire quelque chose de magnifique. C'était pas facile, hein. En 2015 j'étais proche de la tentative de suicide malgré tout. J'y ai songé, je disais à ma mère, j'ai pas fait cette tentative de suicide en 2014, mais là je vais la faire parce que c'est costaud de revenir. Personne ne me croira quand je parlerai de ce voyage-là. Et puis voilà, quoi, savoir que le mec à qui j'avais offert tant d'amour a essayé de me zigouiller, pour moi c'était beau, c'était super dur, quoi. Mais je sentais que malgré tout ça sonnait faux quand je disais ça. Non, il y a un autre truc là, il faut que j'attende. Mais ouais, il y a des choses qui sont posées. On choisit d'ailleurs dans cette bibliothèque, enfin je dis bibliothèque, parce que comme ça c'est plus facile pour tout le monde. Dans cette bibliothèque, oui, on choisit des étapes de nos vies. D'ailleurs, je suis née par les pieds, hein. Moi, le 28 septembre 68, je suis née par les pieds, je ne voulais pas venir. J'ai fait cette première LDE à 3 ans et demi. Je voulais rester là-haut, mais on m'a dit non, mais je fais non, elle va être trop dure cette vie, tu vois, on avait déjà conscience. Ouais, c'est ça. Ouais. On y arrive. Il n'y a jamais d'événement plus douloureux que ce qu'on pourrait endurer. Notre conscience sait où est notre seuil de limite. Voilà. Donc tout ce qui nous arrive, même si c'est franchement costaud, hein, je ne veux pas le minimiser ce qu'on dit, mais on est capable. Pour tout. Ouais. D'autres remarques, contributions? Écoutez, merci de votre attention. Merci à vous tous. Merci Karine de nous avoir offert ces douceurs célestes, alors pour ce jour particulier. Douceurs terrestres. Bon anniversaire. Merci. Merci. Pour moi, le cadeau, c'est de vous avec moi. Plaisir. On redescend là. Je vous propose de nouveau une petite pause et puis je sais que Sonia est arrivée, donc on a rendez-vous avec Sonia pour la dernière partie de la journée. Merci à tous. Je crois que c'était tout.